Voilà, mesdames, messieurs les membres du Conseil de zone, bonjour à chacune et à chacun. D'abord d'espérer que vous allez tous bien, ainsi que vos entourages. Vous le savez, en application de la législation, le Conseil de zone mérite la publicité pour une partie de son ordre du jour, celle qui est en tout cas publique. En raison de ceci, une captation de notre réunion interviendra par enregistrement. Celui-ci sera diffusé ultérieurement pour répondre aux conditions de publicité prescrites. Je souhaite saluer chacun d'entre vous, Albert Mabi pour Floref, Yves Delforge pour Mété, Stéphanie Thoron pour Jomep-sur-Sambre, Gaëtan de Wilderling pour Fosse-la-Ville, Étienne Bertrand pour son bref. Je remercie notre secrétaire de zone ainsi que le colonel Gilbert d'être avec nous. Et enfin, je vous prie d'excuser Richard Fourneau, député provincial invité à ce conseil de zone, qui nous a fait savoir son impossibilité d'être avec nous et qui a néanmoins souhaité émettre un certain nombre de considérations, notamment en rapport au point 2. Nous y reviendrons ultérieurement. Le premier point de l'ordre du jour porte sur des décisions de l'autorité de tutelle. Nous avons reçu pour chacune et chacun d'entre vous les formulaires décisionnels. Donc, je serai peut-être un peu rapide sur l'ordre du jour, sauf si vous m'arrêtez. Sur les décisions de l'autorité de tutelle, oui, monsieur le secrétaire de zone. Oui, juste de préciser que l'autorité de tutelle, au regard de la période de confinement, a modifié son mode de fonctionnement, qui est en fait un mode de fonctionnement beaucoup plus opérationnel. Dès lors que l'on nous envoie maintenant, non plus par courrier papier, mais par mail, les décisions de tutelle, donc c'est beaucoup plus rapide. Et dès lors, entre l'envoi de l'ordre du jour et la séance, il y a un courriel supplémentaire qui nous est parvenu, un courriel du 16 avril relatif aux délibérations du collège de zone du 3 avril et pour lesquels il n'y a pas de remarque particulière. Et dès lors, le gouverneur nous fait savoir que le délai d'expiration de l'exercice de tutelle est fixé au 30 avril pour ces délibérations. Merci. Il n'y avait pas dans les formulaires décisionnels de difficultés particulières. Est-ce que je peux considérer qu'il y a unanimité pour prendre acte des décisions de l'autorité de tutelle? Je vois dans le non-verbal des signes d'approbation. Je vous en remercie. Le point 2 porte sur le marché de construction d'un nouveau casernement à Fosse-la-Ville et à Mété, puisque nous le savons, nous avons pris la décision il y a un moment déjà dans les instances de la zone de couvrir notre territoire avec 2 postes avancés. On sait qu'on est dans une caserne qui n'est pas optimale pour le moment à Fosse-la-Ville et qui mérite d'être repensée. À Mété, la même chose. Et donc, il s'agit ici de statuer sur l'autorisation de conclure une convention de maîtrise d'ouvrage. C'est précisément sur ce point 2 que le député Fourneau a fait savoir son opposition, compte tenu du fait que l'obligation est faite au travers de la déclaration de politique régionale du gouvernement wallon aux provinces de reprendre l'intégralité des interventions des communes au travers des zones aujourd'hui. Et donc, dans ce cas-là, il considère que ça revient à alourdir la charge à l'extraordinaire pour les provinces. Je me devais par loyauté de communiquer le point de vue du député Fourneau, lequel figurera bien sûr au PV et est repris à ce point. Pour ce qui me concerne, j'avais réservé dans le formulaire décisionnel mon expression et mon vote dans l'attente de l'éventuel débat qui pourrait découler du point et en tout cas de sa présentation à l'occasion de ce conseil de zone. Je cède la parole au colonel ou au secrétaire de zone et puis nous pourrons ouvrir les échanges. Colonel. Oui, bien comme on l'avait dit, il s'agit ici de gagner du temps parce que bon, il est important que bon ces casernes voient le jour, étant donné que le personnel se retrouve dans une caserne, on vient de le dire, à Fosse, qui est quand même énergivore, qui coûte énormément. Donc dans ce cadre-là, et comme la décision avait été prise d'installer 2 casernes, une à Fosse
et une à Mettey, eh bien, je crois que bon, il est temps de gagner du temps avec le bureau économique qui a déjà travaillé avec nous de manière très efficace pour la caserne située à Sambreville et donc à Auvelais. Et donc, ici, la proposition qui était faite était que, bon, en réalité, on puisse travailler avec le bureau économique et les montants sont prévus pour la réalisation d'une programmation, d'un cahier des charges, de publication d'avis de marché, d'analyse des offres et autres, et que l'on puisse travailler donc dans ce cadre-là. Alors, voilà, donc ici, moi, je crois que, bon, on pourrait aller très vite et donc régler ça au plus vite. Quelqu'un souhaite-t-il la parole dans ce dossier? Gaëtan de Bilderling. Oui, donc simplement rappeler que ce n'est pas parce qu'on fait une caserne ou un poste avancé qu'on n'a pas envie de travailler avec les autres. Maintenant, par rapport à l'appel et l'aide adéquate la plus urgente, il est tout à fait indispensable d'avoir en tout cas des antennes un peu plus loin que la caserne centrale de Saint-Denis. C'est évidemment cette conviction qui a fondé la décision des autorités de la zone de réfléchir à une juste couverture du territoire de nos 6 communes reprises dans la zone Val-de-Sambre. Et donc, en effet, on est assez d'accord sur la pertinence, en tout cas, de la localisation, ainsi que nous l'avions ensemble arrêté au terme d'une étude sollicitée au colonel Gilbert en matière de kilomètres d'intervention, de durée d'intervention. Et donc, c'est bien ce qui justifie cette réflexion. Y a-t-il d'autres demandes d'expression sur ce point? Oui, Albert Mabi pour Floref. Oui, effectivement, s'il n'y avait pas de poste avancé du côté de Fosse ou du côté de Floref ou à Saint-Laurent, toute une partie de la commune de Floref serait vraiment très, très, très mal desservie. On se retrouve déjà avec des temps qui sont un petit peu à la limite. Alors, d'autre part, c'est vrai qu'il y a la déclaration de politique régionale qui parle de cette reprise des zones de secours et du financement des zones de secours par les provinces, mais en attendant aussi, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et c'est vrai qu'il y a une certaine urgence aussi de faire en sorte que la zone de secours, que les services de la zone de secours puissent desservir l'ensemble des communes dans les meilleures conditions possibles. Je pense que c'était ça le thème central de notre réflexion, comment faire en sorte que l'on puisse organiser une intervention la plus rapide sur l'ensemble des communes de la zone. Merci. Merci Albert. Oui, Yves Delforge pour Mettey. Tout simplement dire qu'en Mettey, nous n'avons pas envie de revenir 4 ans en arrière et de nous retrouver à cheval sur 2 zones en attendant que l'une ou l'autre daigne venir sur Mettey. Il est un fait que pour l'instant, le poste avancé se trouve dans des bâtiments communaux. Donc, il nous semblait logique qu'il en arrive maintenant un moment où les pompiers aient leurs propres locaux, comme c'est le cas ailleurs. Pas qu'on ne s'entend pas avec eux, que du contraire, la collaboration est excellente, mais enfin, on n'est jamais mieux que chez soi. Et donc, il nous paraît vraiment opportun et important que, étant donné que nous sommes, nous, en fin de, un peu comme Floref, en fin de zone, en bout de zone, qu'un poste avancé soit opérationnel là-bas. Et depuis 4 ans d'ailleurs, enfin 3 ou 4 ans, il montre toute son utilité. Entendu. Étienne Bertrand pour son bref. Je suis étonné de l'opposition pure et simple du député Fourneau en la matière. Je peux comprendre que la province se pose la question de l'utilité, mais quand j'entends les collègues et l'analyse qui est faite depuis plusieurs années, je ne peux qu'être favorable à cette proposition qui est faite, en me disant que cette opposition de principe du député Fourneau est sans doute ce qui nous attend dans le futur, et je pense qu'il est temps de travailler en toute autonomie comme on le fait pour l'instant. Merci Étienne. Stéphanie Thoron pour Je mets sur Sambre. Oui, voilà, mais effectivement, c'est une décision qu'on avait déjà prise depuis quelque temps pour l'avancée de notre zone et en tout cas
le bon fonctionnement de la protection de tous les citoyens de notre zone. Et donc, effectivement, moi, j'ai marqué mon accord par rapport à ce projet, cette avancée, parce qu'il faut avancer, on ne peut pas se permettre d'attendre pour que nos citoyens puissent bien être en sécurité par nos pompiers. Merci Stéphanie. Peut-être de me tourner vers le secrétaire de zone et pour ne pas travestir l'expression du député Fourneau, de demander qu'il donne lecture du mail qui nous a été adressé par Richard Fourneau, de telle sorte que les mots utilisés soient livrés à leur état brut, Monsieur Gombaud. Voilà, donc le député provincial nous dit ceci. J'ai bien reçu l'ordre du jour du Conseil de zone qui se tiendra ce vendredi 24 avril. Pour ma part, j'adhère positivement à l'ensemble des points, sauf au point 2, pour lequel j'émets la même réserve que celle formulée par Monsieur le bourgmestre Luperto. En effet, outre l'opportunité, les moyens de financement de ces projets vont faire l'objet, de manière imminente, de discussions entre les différentes zones de secours et la province de Namur dans le cadre de la DPR. Merci de considérer ce mail comme valant vote. Et donc, je rappelle que le fait qu'il assimile ma position à la sienne est un peu un grand écart par rapport à ce qui est. J'ai simplement, pour ce qui me concerne, demandé à attendre les débats pour prononcer un vote plutôt que le faire au travers du formulaire décisionnel. Mais je suis évidemment solidaire de la démarche de la zone depuis le début, tant à Floref qu'à Fos, le reste étant des questions de modalité. Et donc, c'est bien sur les modalités que des questions existent, mais pas sur l'intention qui fonde les deux projets. Et donc, puisqu'il s'agit de modalités, il est peut-être utile, puisqu'il relève ici d'un marché de construction, qu'on puisse peut-être présenter, Monsieur le colonel, les grands éléments liés justement à ce marché de construction, sur le plan plus technique du marché. Oui, tout à fait. Donc, en réalité, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'au niveau du… Tout d'abord, je tiens quand même à apporter une précision, contrairement à ce qui vient d'être dit ici auparavant, si vous le permettez, Monsieur le Président. Il y a quand même un petit problème en ce sens que nous ne sommes plus comme dans le cadre de la loi du 31 décembre 63, où il y a une autorisation de la part de la province de pouvoir accepter ou non une caserne. Il s'agit d'une décision du conseil de zone qui, en réalité, prend la décision ou non de construire ou d'acheter un bâtiment pour effectuer, je vais dire, les missions des casernes. Je crois que ça, c'est quand même important à savoir, que c'est une décision, en réalité, du conseil de zone, de n'importe quelle zone, qui peut décider si oui ou non il y a des casernes qui peuvent se construire à tel ou tel endroit. Dans ce cadre-ci, ici, maintenant, j'en reviens au marché de construction des nouveaux casernements. C'est-à-dire que nous avons contacté, bien sûr, comme on l'avait dit déjà en collège, la province, le bureau économique provincial, et qui, en réalité, propose de pouvoir nous aider, comme il l'a fait lors de la construction de la caserne précédente, donc au niveau de Dauvelais, la caserne Dauvelais, c'est-à-dire de réaliser une programmation, un cahier spécial des charges, une publication d'avis de marché, analyse des offres, de nous aider pour un montant total, en réalité en deux phases. Une première phase de 30 650 € hors TVA, hors option, et une deuxième phase de 21 250 € hors TVA, donc toujours hors option, donc dans ce cadre-là. C'est ça en réalité que nous avons comme proposition au niveau donc du nouveau casernement pour le Fos-la-Ville et pour Métel, bien sûr, pour les deux casernements qui seront, je le rappelle, des casernements identiques. Donc, ce seront les mêmes casernements, aussi bien à Fos qu'à Métais, qui ont été calculés pour qu'on ne dépense pas les deniers des citoyens inutilement, mais de faire deux casernes, je vais dire, avec un niveau normal pour travailler avec les 6 personnes, 24 heures sur 24, donc pour l'incendie et les ambulances également. Et donc, voilà, je tiens quand même à le signaler donc, dans ce cadre-là. Il en va évidemment d'une obligation faite à l'employeur de loger ses travailleurs de manière conforme. Ça, c'est la première chose. Et on le soulignait juste avant, les piètres performances énergétiques des bâtiments actuels, et en particulier d'une des deux, seront à terme
utilement compensé par les nouveaux bâtiments. On le voit dans la caserne mère principale à Auvelais aujourd'hui, où on a en effet sur le plan énergétique une consommation très basse qui elle aussi se répercute dans le long terme sur le fonctionnement de la zone. C'est donc évidemment un élément d'attention qu'il faut souligner auprès du BEP, c'est la performance de ce bâtiment. Par ailleurs, je pense que la façon dont le BEP a été regardant sur le public dans le premier dossier de casernement à Auvelais est plutôt encourageant en termes de perspective par rapport aux deux autres projets de sites avancés sur le territoire de la zone. Donc, moyennant ces précisions, je peux formuler l'avis positif qui rejoint l'avis positif de tous les collègues exprimés par le formulaire écrit. Y a-t-il des souhaits d'expression complémentaires? Il semble que non, de manière générale. Je vous remercie. Le point 2 est donc vidé. Le point 3 porte sur une adhésion à la centrale d'achat relative à la fourniture de gaz et d'électricité haute tension et basse tension créée par l'intercommunal IDF1. C'est un dossier qui revient annuellement, si je ne me trompe. Les formulaires décisionnels qui nous ont été transmis indiquaient une unanimité sur le point. Y a-t-il néanmoins une demande d'expression? Non, le point 3 est donc validé unanimement. Le point 4 porte sur un appel à candidature pour l'emploi de 4 sapeurs-pompiers volontaires, des postes à pourvoir par transfert du personnel ambulancier vers le personnel pompier. De mémoire, il y avait une réserve de l'un d'entre vous. Je ne sais plus lequel sur ce point, c'est Gaëtan de Wilderling. Je lui permets peut-être de s'exprimer sur le point et on ouvrira les discussions si vous le souhaitez ultérieurement. Monsieur de Wilderling. Oui, c'est pas vraiment une réserve, c'est juste de revoir un petit peu parce que on voit qu'il y a donc un transfert du personnel ambulancier vers le personnel pompier. Est-ce que on ne déforce pas justement par rapport aux ambulanciers? C'est une question au commandant et de voir où est-ce qu'on en est au niveau des pompiers volontaires. Est-ce qu'on est vraiment limité au niveau du nombre, étant donné que, comme le nom le dit, c'est volontaire, même s'ils doivent faire un minimum d'heures. Et est-ce qu'il y a encore énormément de place à pouvoir par rapport à ces postes-là? Est-ce que du coup, on a besoin de nouveau de faire à l'avenir un appel pour les ambulanciers également? Merci, colonel. Oui, mais voilà, la réponse est très claire, c'est-à-dire que ce sont des ambulanciers qui ont présenté le certificat d'aptitude fédérale et qui demandent pour aussi, en plus de leur boulot d'ambulancier, qui sont en même temps pompiers volontaires. Et donc, ils ont la possibilité de passer d'un côté à l'autre. Je rassure tout de suite, il y a encore beaucoup de places vacantes au niveau pompier. Et donc, un recrutement d'ailleurs aura lieu fin de l'année ici, donc fin de l'année 2020, mais il y a de la place, c'est pour avoir des pompiers supplémentaires en plus pour, dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide, qu'on puisse travailler de manière efficace, donc dans ce cadre-là. Mais ce sont en réalité des gens qui ont fait l'effort de présenter le certificat d'aptitude fédérale, qui l'ont réussi et qui maintenant, de par la loi qui le permet, peuvent passer donc de ambulanciers volontaires à sapeurs-pompiers volontaires. Mais il y a des places, en conséquence, qui sont toujours ouvertes et leur fonction sera toujours aussi bien d'ambulanciers que pompiers sur base des besoins qu'aura la zone de secours. C'est donc dans ce cadre-là. J'espère que j'ai répondu à la question posée ou s'il y a des compléments, je suis prêt à y répondre. Merci. Y a-t-il des observations, des questions complémentaires ou des demandes d'expression? Non. Je vois que manifestement, il n'y a pas de demande en ce sens. On considère donc que le point 4 fait l'objet, sauf… Oui, Gaëtan de Wilderling? Oui, non, juste, Marc, c'est vraiment au choix de l'ambulancier ou du pompier de le faire, ou c'est toi, en fonction de tes demandes, qui justifie dans l'horaire les fonctions? Non, c'est un choix, en réalité, que le pompier a fait. Ce sont les pompiers qui vont demander, celui que ça intéresse, puisqu'il a présenté le certificat d'aptitude fédérale, si ça l'intéresse, il vient. Mais il n'y a aucune obligation. Celui qui ne veut pas l'être, il ne l'est pas. Mais ici, c'est une demande. On le propose. S'ils sont d'accord, mais à ce moment-là, ils le font. S'ils ne le font pas, ils restent comme ambulanciers volontaires. Ils ne passent pas dans le cadre du pompier. D'accord, mais quand ils sont au niveau de l'horaire, ils sont pompiers, mais ils peuvent switcher pendant l'horaire comme ambulanciers s'il y a des manquements quelque part.
Oui, tout à fait. Ça permet en réalité de, si on a un besoin quelque part, de combler le besoin qu'il y a puisqu'ils ont la formation et ils peuvent travailler. Donc, ils sont sapeurs-pompiers ambulanciers plutôt que d'être ambulanciers tout court. Ils peuvent effectuer les deux fonctions, ce qui est d'une grande utilité dans le cadre et dans le cadre également de l'aide adéquate la plus rapide. Parfait. Moyennant ces précisions, peut-on considérer qu'il y a unanimité sur le point? Je vous remercie. Le point 5, vous l'aurez noté, étant une question portant sur une personne, doit être traité à huis clos. Il y a eu une erreur d'encodage au niveau du secrétariat, semble-t-il. Quant à l'affectation du point, je vous propose donc de le reporter à l'examen du huis clos. Le point 6, c'est l'organisation des épreuves du CAF, qui est le certificat d'aptitude fédérale pour le cadre de base, colonel. Et Monsieur le Président, donc en réalité, il y a l'organisation des épreuves se fera aussi à la zone, puisqu'elle se fait aussi au niveau des provinces, à la zone. Nous avons demandé donc au SPF intérieur, puisque la loi nous le permet, d'organiser ce certificat d'aptitude fédérale pour maximum 100 personnes. La date de publication au moniteur se fera au plus tard le 1er mai prochain. Les inscriptions auront lieu du 1er juin au 1er juillet 2020 pour que la première épreuve puisse se dérouler le 15 juillet prochain. Et le lieu du déroulement des épreuves se fera donc dans le cadre de la zone de secours Val-de-Centre, rue de la Vacherie, au numéro 78, ici donc à Sambreville. Donc c'est là que nous ferons, c'est à ce moment-là que nous ferons ces épreuves, donc pour maximum 100 personnes dans lesquelles des candidats postuleront à ce niveau-là. Parfait. Y a-t-il des remarques sur ce point? Oui, Albert Mabi. Oui, moi, c'est uniquement sur la date du 15 juillet pour la première épreuve, parce qu'on sait que le calendrier cette année-ci est quand même un petit peu difficile avec les mesures de confinement, etc. Est-ce qu'il est judicieux de proposer comme date d'examen vraiment la période au cours de laquelle un certain nombre de personnes risquent de prendre congé? Disons, le 15 juillet, c'est vraiment le milieu du mois de juillet. Mais ça ne porte que là-dessus. Je ne sais pas si nous avons une obligation d'une date butoir. Je vais céder la parole à Marc, mais à mon avis, il y a deux épreuves parallèles qui seront organisées, celle-ci et celle au niveau de la province, Marc, qui se tiendra, elle, à un autre moment, ce qui permettrait le choix aux éventuels candidats de candidater à un autre moment. Mais je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Tu as parfaitement raison, parce que en réalité, eh bien bon, la province l'organise aussi, quoique les épreuves des différentes provinces ont été annulées. Donc ici, les dates qui ont été prévues sont les dates qui ont été prévues par le service public fédéral intérieur, donc qui nous a donné la date de possibilité donc du 15 juillet. Il est évident que bon, si des gens sont en congé ou autre, ils pourront toujours postuler à la province de Namur aussi, ou à la province du Hainaut, ou dans une autre zone de secours qui organiserait en réalité les épreuves. Donc ça, c'est toujours permis, mais en tout cas, il n'y a que 100 places, en tout cas, chez nous au niveau de la zone de secours, alors que dans certaines provinces ou autres, ils organisent ça pour 200 voire 300 places. Ici, c'est pour 100 personnes, donc en tout et pour tout. Donc ce sont les 100 premiers inscrits. Et je suppose que ceux qui vont s'inscrire prendront en considération les dates des épreuves, parce que s'ils sont en congé et qu'ils sont partis ou autre, donc ils prendront ceci en considération. Mais effectivement, ils peuvent aller dans d'autres zones ou dans d'autres provinces pour passer le certificat d'aptitude fédérale. On aurait déjà souhaité le faire plus tôt, et c'est précisément les raisons de confinement qui nous ont conduits à ne pas pouvoir le faire plus tôt. Et il y a une nécessité à avoir des gens qui disposent du CAF pour des recrutements ultérieurs. Donc, je pense qu'il y a nécessité à organiser le fait qu'on ne soit pas en pénurie à un moment donné dans les capacités de recrutement, enfin, sauf à être démenti par le colonel. Mais... Non, tout à fait. Tout à fait. Albert, peut-être? Oui, donc moi j'avais marqué mon accord par rapport à ce point. J'avais uniquement une question concernant le 15 juillet. Je me disais que c'était peut-être pas la meilleure date, mais j'entends le fait qu'il y a la possibilité de le présenter à la province ou dans d'autres provinces. Donc les personnes peuvent trouver aussi une solution par rapport à cela. Merci s'ils sont candidats. Parfait. Peut-on considérer, au terme de ces échanges, qu'il y a unanimité sur le point 6? J'en déduis
de vos expressions faciales que c'est oui. Merci. Le point 7 porte sur le remplacement de bouteilles composites de marque Dragueur. Il y avait une unanimité exprimée dans les formulaires décisionnels. J'imagine que ça n'appelle pas de grands commentaires, sauf parce qu'il y a une demande d'expression. Non. Nous pouvons donc passer au point 8 avec la conclusion avec les communes de Fosse-la-Ville et de Médé d'une convention relative à une cession de terrain en vue de la construction des casernements. Là aussi, j'avais réservé mon expression en fonction des discussions qui vont intervenir maintenant, même si on sait mon intention de principe favorable. Vous connaissez mon point de vue lié à une équité par rapport aux mises à disposition et à leur forme pour tous les partenaires communaux de la zone. Le secrétaire de zone demande la parole. Monsieur Gobo. Oui, donc juste pour rappel, j'avais fait savoir à l'ensemble des membres du Conseil que ce point ne devait pas être abordé aujourd'hui dès lors que la discussion en collège n'a pas encore eu lieu pour ce dossier, puisque le dernier collège ayant considéré qu'au regard des mesures actuelles de confinement, etc., ça n'était pas la première priorité de statuer sur ces conventions à proprement parler, dès lors que ces conventions ne remettaient finalement pas en question le fait d'ériger les casernes et d'avancer dans les dossiers préparatoires tels que ça a été évoqué au point 2. Et donc, ce dossier doit être reporté à une séance ultérieure. Maintenant, si un débat doit intervenir, il peut intervenir, mais il n'y aura pas de décision aujourd'hui par rapport à ce dossier. Est-ce qu'il y a du neuf par rapport à ce qui a été exprimé antérieurement dans les instances? À défaut de quoi, on y reviendra, mais c'est une des raisons qui justifiait le fait que je m'étonne de le voir à l'ordre du jour, puisque je n'avais moi pas connaissance d'éléments nouveaux, et c'est ce qui fait que j'avais réservé mon vote sur ce dossier-là, mais forcément, à la lueur de ce que vous exprimez, je comprends mieux que le point est un peu trop précoce pour être porté à l'ordre du jour du Conseil. Donc, sauf... Oui, Yves Delforge demande la parole pour Mété. Pour dire qu'il faut quand même une décision du Conseil communal pour donner gratuitement un terrain qui appartient à la commune. Donc, je crois que c'est un peu prématuré et pour l'instant, malheureusement, nous ne faisons pas de conseils communaux. Donc, voilà. Maintenant, mon avis, vous le connaissez, mais nous sommes 23 autour de la table lors du conseil communal et donc je ne peux pas prendre décision, comme d'ailleurs mon collègue de force, je suppose, ne peut pas prendre décision sur cette gratuité de terrain. Il faut d'abord que nous passions ça au conseil communal. Entendu. Le secrétaire de zone demande la parole. Oui, ben, c'est en fait ce qui a justifié le fait qu'en collège de zone, le point a été retiré de l'ordre du jour. C'est le fait que justement les conseils communaux ne peuvent pas se réunir pour l'instant et donc ça apparaît difficile au travers des pouvoirs spéciaux que le collège peut utiliser de statuer sur une question aussi importante telle que celle-là. Parfait. Pas d'expression du côté de Fosse de tout le monde est donc d'accord sur le fait que le débat n'intervienne pas maintenant. Et... Oui, Gaëtan. Clairement, je pense qu'on a déjà discuté au collège de dire que c'est un point hyper important. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser les bâtiments vides après s'il n'y a pas de fonction, comme je l'ai déjà dit, et que cette pérennité est hyper importante. Là où je te rejoins tout à fait, c'est de dire que les trois casernes doivent être traitées de la même manière. Point, mais je pense que, comme on l'a dit, ça doit vraiment être discuté de manière sereine après que tout cet événement soit passé. Très bien, mais comme l'a dit le secrétaire de zone, ça n'entrave pas la progression du dossier sur le plan technique. En atteste le point 2 qui vient de confier un marché de construction au bureau économique. Et donc, dans ce cadre-là, le dossier avance, donc ça n'est pas pénalisant pour le dossier de fond. Entendu, ce dossier sera évoqué ultérieurement. Le point 9 porte sur la déclaration de vacances d'un emploi dans la fonction d'ambulancier volontaire non pompier et le principe de recourir à la réserve de recrutement. Ça a fait l'objet d'une approbation générale dans les formulaires décisionnels qui nous ont été transmis en prélude à ce conseil. Y a-t-il néanmoins une volonté d'expression? Le colonel de zone souhaite-t-il exprimer quelque chose? Non?
Non, rien du tout, puisque c'est quelqu'un qui est parti et donc il va être remplacé par un autre ambulancier qui est dans la réserve de recrutement. C'est uniquement cela. Unanimité sur le point. Je vous remercie. Le point 10 porte sur l'autorisation de conclure une convention en matière d'exploitation d'un système d'aéronefs télépiloté. Le secrétaire de zone est sorti formellement de la réunion puisqu'il est concerné par cette question. Colonel, je vous cède la parole, si tant est qu'il soit nécessaire de développer le point. On ne vous entend pas. Ni d'excuses. Comme on le sait, donc, nous avons le secrétaire de zone a suivi toute la formation. Il a actuellement son brevet de pilote d'aéronef donc dans ce cadre. Et au niveau de la convention, il doit nous aider donc dans le cadre de la prévention incendie entre autres, mais dans le cadre aussi de l'intervention. Vous savez que nous avons beaucoup d'entreprises donc qui sont à proximité de nos casernes et autres, et pour lesquelles, avec des entreprises de danger bien sûr, et pour lesquelles nous avons besoin d'avoir un pilote qui peut être là. Nous en avons deux, dont ici le secrétaire de zone, qui se propose de travailler pour nous donc dans ce cadre de manière totalement indépendante, c'est-à-dire que bon, c'est un statut d'indépendant et pour lequel il le fait aussi à titre gratuit donc dans ce cadre-là. Et donc l'autorisation est de conclure avec lui, puisqu'il était les pilotes de classe 1, donc qui a été agréé donc dans ce cadre-là, qu'il puisse travailler en tant que travailleur indépendant. Il a d'ailleurs un numéro, je vais dire, indépendant donc dans ce cadre-là, et c'est de faire une convention à durée indéterminée qui prend effet le 1er mai prochain ici pour l'exploitation donc du système d'aéronef donc en zone. Et donc c'est ça ici le point qui est demandé pour qu'on puisse être efficace, et que 24 heures sur 24 on puisse avoir, je vais dire, quelqu'un qui puisse nous aider lors de l'intervention, mais également lors, je vais dire, de prévention, pour la prévention incendie, donc dans ce cadre. C'est ça qui est prévu ici, donc à ce point 10. Merci. Y a-t-il des observations, Albert Mabi, Floref? Dans le projet de PV, il est marqué que le conseil de zone décide de reporter l'analyse du présent point. Alors, est-ce qu'il y a une ambiguïté? Est-ce que c'est un copier-coller? Je vais peut-être faire rentrer en séance le secrétaire de zone juste pour cet aspect technique. Hugo, on ne vous entend pas. Voilà. On vous entend. Là, oui. Et la question, c'est? Eh bien, dans le projet de PV, donc point 10, il est marqué, donc sur ce point-là, je pense ne pas me tromper, que le conseil de zone décide de reporter l'analyse du présent point à une séance ultérieure. C'est le copier-coller de la séance précédente qui a été fait erronément. En fait, ce n'est pas reporté, mais c'est prendre la décision. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de prendre la décision, sauf à me tromper. Ah bon, d'accord. Donc là, il y a une modification du PV qui doit être faite. Voilà, ok. Mais c'est pour éviter toute ambiguïté. Merci, mais je suis d'accord. Je ressors alors pour le vote. Oui, le secrétaire de zone nous quitte. Y a-t-il d'autres demandes d'expression? Est-ce qu'on peut marquer accord sur ceci? Unanimement, je vous remercie. Le point 11 porte sur un partenariat entre la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo et la zone de Scoval de Sambre en matière de soutien en matériel pompier et en formation. C'est un dossier qui a déjà été abordé en collège. Y a-t-il néanmoins une remarque, Gaëtan de Bilderling? Je rappelle juste, suite à des expériences, de bien se dégager de toute responsabilité si le matériel restait bloqué, quel que soit l'endroit, et que nous ne devions pas, nous, devoir le récupérer ou promettre l'acheminement s'il y avait des problèmes administratifs. Oui, je rejoins Gaëtan de Bilderling pour avoir fait cette expérience et au Sénégal et en Côte d'Ivoire avec du matériel envoyé par la ville en son temps, avec des frais de dédouanement, et on sait toutes les difficultés qui peuvent exister sur le fait de coincer dans les ports un certain nombre de containers et de
faire fonctionner le chantage au bac-chiche à certains moments, et donc il faut évidemment se prémunir contre cela. Vous avez raison. Albert Madi demandait la parole. C'est la même remarque au point précédent. Il est marqué dans le projet de PV de reporter l'analyse du présent point. Donc moi, j'ai pas d'objection et nous en avons discuté de toute façon au collège. Donc, j'ai pas d'objection par rapport à ce point, mais donc c'est de demander que le procès verbal soit corrigé. Voilà. Les copier-coller sont parfois de dangereux ennemis, sauf à ce que le secrétaire de zone dise qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais je pense qu'il s'agit d'une erreur puisque le dossier a été adopté en collège et donc peut être légitimement porté en conseil. M. Gobo. Donc en fait, c'est la plateforme informatique qui est utilisée, qui permet de reporter un point, mais lorsque le point est reporté automatiquement via la plateforme, le contenu de la délibération précédente est reporté intégralement. Et donc, puisque la délibération précédente au dernier conseil prévoyait de reporter le dossier, la délibération a été recopiée automatiquement de cette manière-là, et en fait, ça devait être adapté par les services administratifs. Voilà. Après, on sait que tout le monde court après le temps pour l'instant, que ce n'était pas toujours évident, et donc ces deux délibérations devaient effectivement être adaptées, ne l'ont pas été. Entendu. Le point 12 porte sur l'addendum à la convention qui porte sur la collaboration avec le SPF Santé publique en matière de services ambulanciers. Vous vous souviendrez qu'il s'agissait d'une mise à disposition d'une deuxième ambulance pour les transports Covid de niveau gravité 5. Il s'agit ici en réalité de ratifier une décision qui a été prise antérieurement et dans l'urgence pour répondre aux besoins sanitaires. Colonel, j'ignore si vous souhaitez exprimer quoi que ce soit par rapport à ça, puisque nous sommes assez au clair par rapport à cette question pour l'avoir déjà débattue, mais je vous cède la parole néanmoins. Oui, bien, donc, effectivement, c'est la deuxième ambulance qu'on a mis en place, puisque la santé publique avait demandé si on pouvait en mettre une seconde, ce que nous avons bien sûr accepté, puisque c'était passé en collège le 3 avril. Et donc, cette ambulance, il faut savoir qu'elle était nécessaire, puisque nous sommes au total, juste depuis le début, à plus de 300 sorties Covid, donc dans ce cadre-là, dans lequel nous intervenons pas seulement sur la zone de secours, mais nous intervenons sur la zone, beaucoup en zone nage, donc sur Jambes, Jamblou et autres, mais également dans les zones Hainaut-Est et Hainaut-Centre, puisque nous allons jusque parfois Carnières, Chapelle-l'Erlémont, pour, je vais dire, prendre des patients donc, qui sont atteints du Covid-19 et donc dont les déposer en clinique. Et donc, ça veut dire que nous avons quand même pas mal de missions à ce niveau-là. Et la convention a été prévue donc en collège du 3 et maintenant, elle passe ici en conseil, donc il n'y a pas de problème. Merci. J'imagine qu'il n'y a pas de revirement de position chez aucun d'entre nous, puisque nous étions unanimement en phase avec ce point. Il est donc ratifié ainsi que prévu à l'ordre du jour du présent Conseil. Le point 13 appelle l'examen d'une déclaration de vacances d'emploi dans la fonction d'ambulancier volontaire non pompier. Mais c'est une redite, ceci, ou c'est un point différent, Marc? Je ne t'entends pas. C'est un point différent puisqu'on est obligé de déclarer la vacance d'un emploi pour ambulancier non pompier. Donc, ça veut dire que maintenant, la vacance doit être déclarée et puis nous pourrons alors à ce moment-là recruter la personne. Mais on est obligé de passer par la déclaration de vacances. Oui, donc c'est ça. Le premier point, c'est recourir à la réserve et le deuxième, c'est déclarer vacant. C'est déclarer vacant. Pas de remarques, j'imagine, chez les collègues. Merci. Et nous voici arrivés au terme de la séance publique qui sera rediffusée pour des raisons de légalité et pour répondre aux questions de publicité. Et le dernier point de cet ordre du jour est le point 14 et prévoit l'approbation du procès verbal de notre conseil de zone du 27 mars dernier. Y a-t-il sur celui-ci l'une ou l'autre observation ? À défaut de quoi, je sens qu'il n'y a pas de volonté d'apporter un commentaire particulier. Celui-ci peut être approuvé en l'état et cela unanimement. Je vous remercie. Nous allons remercier le public nombreux qui ne manquera pas de s'intéresser à nos travaux très matinaux et nous allons pouvoir interrompre ici l'enregistrement et poursuivre avec l'examen des points en huis clos.